après toutes ces interventions que personnellement j'ai trouvées très intéressantes et riches et diverses, on a souhaité finir la journée par une table ronde pour essayer de remettre la parole aussi aux acteurs et actrices de terrain et leur permettre d'échanger sur peut-être un peu plus concrètement, même s'il y a eu beaucoup de cas cliniques aussi ce matin et puis tout à l'heure, sur qu'est-ce que l'aidant vit et traverse lorsqu'il est confronté à l'altérité. Donc c'est une question complexe et encore un peu large, donc on va essayer de définir tout ça, de la décliner ensemble toutes les trois face à vous. N'hésitez pas à participer, à poser vos questions. Si vous n'avez pas eu le courage jusque-là, c'est le moment, parce que c'est la dernière intervention de cette journée. Et voilà, ça nous aidera, nous, à échanger. Et on serait ravis d'entendre aussi vos avis et puis vos retours, si vous êtes actrice aussi sur le terrain, dans les relations d'aide. Donc voilà un peu pour le contexte et ce format de table ronde qu'on a souhaité réalisé. Il se trouve que du coup j'ai avec moi Orlane Joly et Laura Gore, qui sont toutes deux accompagnatrices des personnes qu'on nomme pourtant les mineurs non accompagnés, qui sont on nomme aussi MNA, donc on va peut-être dire plusieurs fois MNA pour ceux qui ne savent pas, donc c'est mineurs non accompagnés. On va décrire un petit peu de nos points de vue, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous expliquer ce que sont, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme. Je vais vous laisser vous présenter tout simplement pour nous dire un peu votre fonction et puis justement au travers de votre travail, comment est-ce que vous définiriez un petit peu plus précisément ce que sont les MNA. Voilà. Bonjour, ça marche? Ouais. Non, il faut allumer. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Donc bonjour, merci d'être là. Donc je suis Laura Gore, je suis enseignante, donc j'ai un statut d'enseignante et coordinatrice sur je m'excuse. Pour une classe d'accueil d'élèves allophones à côté de Bordeaux. Donc c'est une classe qui accueille des élèves âgés de 16 à 18 ans, parfois 15 ans, allophones, donc qui ne parlent pas la langue, qui ne maîtrisent pas la langue du pays, donc qui ne parlent pas français, ou ne l'écrivent pas en tout cas, et non scolarisés antérieurement. Donc ça c'est les critères d'accueil pour entrer dans cette classe-là. Dans les faits, une grande majorité des élèves sont MNA, donc mineurs non accompagnés, parce que les MNA en fait correspondent à ces critères, quoi. Ils viennent de pays en général où ils n'ont pas trop été à l'école et donc ils ne maîtrisent pas le français. Voilà, très simplement, peut-être. Bonjour à tous. Donc moi je suis Orlane Joly, je suis chef de service sur un dispositif qui accueille des mineurs non accompagnés. Donc sur Nantes, l'association pour laquelle je travaille est sur Nantes. Le service sur lequel je travaille plus précisément est sur Ancenis, pour ceux qui connaissent. Donc je travaille sur ce dispositif depuis maintenant 6 ans. J'ai participé à la création de ce service, un service qui a déjà bien évolué, mais ça reste aussi une spécificité un peu du mineur non accompagné, puisque depuis quelques années on voit que, voilà, en tout cas la Loire-Atlantique fait en sorte de faire évoluer les dispositifs. Je reviens un petit peu en arrière, mais en 2014, quand il y a eu un peu une explosion des chiffres et de l'arrivée massive de ces jeunes-là, effectivement, il n'y avait pas forcément beaucoup de dispositifs. Il y avait un opérateur qui s'appelle Saint-Benoît Lab qui était sur la place de Nantes. Voilà, aujourd'hui, on est plutôt 3 opérateurs, donc on a fait du chemin et ça, c'est important. Et donc, pour revenir sur le service sur lequel je travaille, on accueille donc des mineurs non accompagnés de 15 à 21 ans.
Donc ils viennent parfois tout juste d'arriver, ce qu'on appelle les OPP, donc ils viennent parfois de d'autres départements. Et on les accueille sur un dispositif d'appartement. Voilà, donc on les accueille et puis effectivement on est sur un accompagnement global. Donc effectivement il y a une équipe éducative qui travaille tous les aspects nécessaires à son accompagnement, que ce soit sur la scolarité, l'insertion, bien évidemment les papiers, la santé qui est un aspect aussi très important à accompagner. Mais aussi, ce qu'on n'oublie pas, peut-être on parle un peu moins, mais le culturel, le sportif, enfin tout ce qui fait la vie au quotidien de ces jeunes. Et on est sur une prise en charge à peu près de 3 ans, grosso modo, selon l'âge à laquelle ils arrivent. Donc sur ce dispositif. Très bien. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qui vous a traversé lorsque on vous a parlé de cette journée d'études et du thème, et puis peut-être aussi comment ça a pu se transformer justement grâce à cette journée aujourd'hui, aux différentes interventions. C'est une question assez large, mais qu'est-ce que vous avez pu en penser et rencontrer comme réflexion ? Alors moi j'ai beaucoup relu la question qui est écrite ici. Et j'ai beaucoup tourné dans tous les sens. Je me suis surtout arrêtée sur l'accompagnement, sur je suis là pour t'accompagner. Moi, je suis enseignante. J'ai une casquette d'enseignante. Donc, comme je vous l'ai dit, dans la classe, on n'a pas vocation à accueillir des MNA. Mais dans les faits, c'est une grande majorité. Les MNA, c'est un public très particulier. On va peut-être définir un peu ce que c'est d'abord. C'est un public particulier parce qu'ils sont à la lisière entre plusieurs domaines. Ce sont des enfants. Donc qui sont sous la protection de l'enfance, mais ils sont aussi étrangers, et donc ils ressortent du droit des étrangers, on va dire. Et donc quand on côtoie des MNA, on est toujours dans cet entre-deux. Donc ils sont toujours dans cette instabilité, dans ce perdu là. Ils sont dans une situation en fait assez complexe, quoi. Juste pour compléter peut-être sur la question des mineurs non accompagnés, en fait il y a très peu de critères, mais il y en a 2 qui sont importants pour effectivement porter ce statut, parce que juste pour un petit élément qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se présentent en tant que mineurs non accompagnés, enfin qui souhaitent se déclarer mineurs et qui, lorsqu'ils arrivent sur les territoires, ne le sont pas forcément. Et alors j'ai peut-être pas les derniers chiffres, mais il y a un moment donné où on était à peu près sur 60% de jeunes qui venaient pour se déclarer mineurs et qui ne l'étaient pas, qui étaient déboutés. Donc il faut savoir que sur le nombre de jeunes qui se déclarent et qui le sont réellement, et qui sont pris en charge dans le cadre de la protection de l'enfance, effectivement, il y en a assez peu. Voilà, ça c'est un premier élément. Mais pour effectivement pouvoir devenir mineur non accompagné, il faut effectivement venir de l'étranger et surtout être sans représentant légal sur le territoire. Voilà, c'est ces 2 éléments-là qui vont permettre effectivement de pouvoir à un moment donné être déclaré mineur non accompagné. Et donc chaque jeune qui se présente et qui se déclare sur ce statut-là, en fait, va passer par une évaluation, donc l'évaluation de minorité, qui est financée par l'État, qui dure à peu près 5 jours. Donc sur la place de Nantes, en tout cas, c'est l'association Saint-Benoît-Labre qui effectivement fait cette évaluation. Et c'est à ce titre-là, effectivement, après, qu'ils sont pris dans le cadre de la protection de l'enfance. Voilà, quel que soit l'âge. Voilà, c'est pour être plus précis. Donc sur les jeunes qui arrivent effectivement sur le territoire, donc ils peuvent arriver à peu près partout sur le territoire, il y a une obligation de pouvoir effectivement être... j'ai perdu mes mots.
Effectivement, il y a un fichier national effectivement, où ils sont tous inscrits et cela permet effectivement de pouvoir permettre à certains jeunes d'être déplacés sur d'autres départements pour pouvoir effectivement équilibrer voilà, les ressources aussi des départements et permettre effectivement d'avoir aussi une chance du coup, d'être scolarisés et de pouvoir être pris en charge. Donc certains jeunes que nous on accueille en ce moment, pour donner un exemple concret, ce sont des jeunes qui arrivent beaucoup de Paris, mais là voilà, j'en ai accueilli un la semaine dernière qui arrivait de Nîmes. Voilà, donc ce système-là permet normalement au département effectivement de pouvoir à peu près rééquilibrer voilà, le nombre de jeunes qui arrivent. Il y a quelques années, il y en avait beaucoup qui arrivaient sur Nantes. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. Voilà, donc c'est des chiffres qui évoluent et qui changent tout le temps. Merci, oui, c'est dans une logique de gestion des flux que vous décrivez. Et merci d'avoir réexpliqué un peu qui étaient les MNA. Est-ce que du coup tu pourrais un peu nous dire ce que tu as pensé de cette problématique de notre journée d'études et puis s'il y a des échos qui t'ont traversé aujourd'hui? Alors effectivement, j'ai trouvé la journée assez riche. On échangeait un petit peu là avant de prendre la parole et c'était cette question-là de l'émotion qui parfois, en tout cas dans ma pratique, je tente un peu aussi de mettre de côté à certains moments parce qu'effectivement, on a des parcours, des histoires à peu près tous les jours qui sont assez glauques. Voilà, donc c'est important de pouvoir aussi garder les pieds sur terre aussi quand on accompagne ce public-là. Mais du coup, ça m'a permis de me reposer la question de ce qui m'animait face à ce public en fait, parce que c'est pas simple au quotidien. Même si à côté de ça, on n'oublie pas toute la richesse de la rencontre, des petits pas qu'on peut faire avec eux, de l'accompagnement qu'on peut leur proposer. Et ça m'a ramené, donc effectivement, en 2014, je parlais tout à l'heure de cette question-là de l'explosion des jeunes qui sont arrivés sur Nantes. Et je suis éducatrice spécialisée de formation, donc depuis maintenant quelques années. Et en fait, je me suis retrouvée à faire un remplacement au département sur ce qu'on appelait avant la cellule mineurs non accompagnés. Et on est arrivé à un moment donné où on avait à peu près une dizaine de jeunes qui arrivaient par jour. Donc c'était assez terrible parce que le dispositif ne permettait pas d'avoir les moyens puisqu'on était 3 professionnels, donc moi étant en remplacement, en renfort. Et en fait, on avait des arrivées massives tous les jours avec des jeunes qui, effectivement, avaient besoin d'être mis à l'abri, avaient besoin, effectivement, on parlait des besoins fondamentaux tout à l'heure. Voilà, il fallait effectivement qu'on puisse répondre de ça. Et on n'avait pas forcément les moyens de ça. Et ça a laissé chez moi une trace peut-être de colère, mais au sens, voilà, ils arrivaient, ils étaient fatigués, ils étaient mal en point, et on n'avait pas tous les dispositifs pour effectivement les accompagner. Et donc, quelques années après, 2-3 années après, effectivement, j'ai pu répondre de cette question-là autrement, et c'est ça qui m'a animée pour devenir chef de service sur le service sur lequel je travaille aujourd'hui. C'était de se dire, moi, j'ai envie de me donner les moyens de pouvoir leur permettre d'avoir une place un peu différente. Alors, je reviens, c'était pas en lien avec le dispositif à ce moment-là, hein, que j'étais en colère, mais c'était plutôt de me dire, ces jeunes-là, ils arrivent, et comment est-ce que du coup on leur permet de trouver une place, comment est-ce qu'on leur permet d'avoir une place de futurs citoyens, de personnes. En fait, comment est-ce qu'on peut redonner de la place à une personne qui a vécu parfois l'horreur, mais en tout cas un premier accueil où on est en capacité effectivement d'être avec lui simplement et de pouvoir voilà, petit à petit réaffirmer ça, en fait, cette place-là de sujet. Comment je redeviens sujet, combien je suis sujet, voilà, d'une vie, d'un parcours, de ce qui m'est arrivé, et pas simplement gommer tout ça parce que ça a été trop difficile. Voilà. Donc ça, c'est ce que, en tout cas, moi, j'aime faire au quotidien, c'est de pouvoir effectivement de leur permettre ça. Alors ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Je travaillais avec les équipes hier sur les questions d'accompagnement des jeunes majeurs, et on convenait que c'était un processus, et j'aime bien cette idée-là, que tout ça prend du temps et que c'est leur temps à eux, en fait. Mais tentons de garder cette idée-là que c'est bien leur temps et qu'on leur redonne ça, en fait. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà, j'ai été ramenée à ça, à cette première, à cette dynamique qui m'a toujours permis de continuer à travailler avec ces jeunes. Je
j'ai pas vraiment répondu tout à l'heure, donc je voulais peut-être revenir dessus. Puis par rapport à ce que tu disais, Orlan, sur le... C'est vrai que les mineurs non accompagnés, donc ils arrivent ici après un parcours migratoire assez, voire complètement traumatisant. Ils ont des problématiques psychiques non négligeables que dans la classe, qui ressortent quoi, dans la classe. On constate les symptômes et on ne peut pas rester indifférent à tout ça en fait. Donc là, j'ai pensé à ce que ça m'a fait écho ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous avez parlé d'être déplacé dans sa pratique professionnelle. En fait, quand on est en face de ces élèves qui oublient, qui ont toujours des mots, qui parlent de leurs cauchemars en classe, qui n'arrivent pas à se réveiller, qui en fait ne peuvent pas apprendre le métier d'élève, qui ne peuvent pas être élèves, ben, ça empêche en face d'être prof, quoi. Ou en tout cas, ça repense la pratique. Ça force à repenser cette pratique et à inventer autre chose. Donc, voilà, ça d'une part. Et entendre aussi la classe comme lieu d'expression de ces souffrances, c'est imaginer aussi la classe comme lieu de résilience. Et moi, ça m'a fait penser à tout ça, voilà, cet accompagnement. Et donc, qui dit lieu de résilience, dit tuteur de résilience. Et donc, nous, alors quand je dis nous, c'est parce que j'ai des collègues qui font exactement la même chose que moi. Donc, des fois, je vais dire nous. Mais c'est pas par prétention. Donc on peut avoir cette position de tuteur de résilience. Le problème pour nous, quand on adopte cette casquette d'accompagnant et de presque soignant, c'est qu'elle n'est pas légitime en fait. Nulle part dans notre fiche de poste, c'est écrit qu'on doit faire ça. Nulle part, c'est écrit qu'on doit accompagner des MNA. Qu'on doit accueillir des MNA, on accompagne des élèves non scolarisés antérieurement, élèves allophones non scolarisés antérieurement, mais jamais des MNA. Donc le dispositif n'est pas conçu pour eux. Et pourtant, on doit faire avec. Enfin, on est toujours en train de bricoler et d'essayer de mettre des ronds dans des carrés, quoi. Enfin, c'est un imbriquement comme ça impossible, permanent. Et dans la classe et dans leur vie, quoi. En fait, toute leur vie à eux, c'est ça, leur parcours quand ils sont en France. Montrer qu'on est mineur alors qu'on ne sait même pas quel âge on a. Et voilà, donc l'accompagnement pour nous c'est ça. C'est déjà arriver à prouver en quelque sorte à être légitime dans cette position de tuteur de résilience, quoi. Et c'est très compliqué. Ouais. Ouais, et ce que je comprends des deux choses que vous avez, enfin de tout ce que vous avez dit, c'est que de réussir, en tout cas d'essayer d'aller vers un accompagnement, c'est changer de place et accepter tous ces mouvements-là, peut-être aussi en miroir à ce qu'on veut, ce qu'on souhaite pour ces MNA, comme ce que tu disais, de leur redonner une place, justement. Et c'est intéressant d'entendre que vous avez toutes les deux cheminé dans ce sens-là. Toi, peut-être en prenant un autre rôle qui est celui de chef de service. Toi, peut-être aussi malgré toi dans certaines situations. Je ne sais pas si il y a des places que vous avez prises malgré vous, ou des rôles aussi que vous pouvez incarner parfois qui vous dépassent. Ou si... oui, enfin, oui, j'ai bien constaté au fil des années qu'il fallait que j'apprenne à endosser une autre casquette, quoi. Qu'il fallait... on peut pas rester indifférent, voilà, à toute cette souffrance, et puis
Puis on a quand même envie qu'ils apprennent des choses à l'école, donc il faut aussi les aider à être en condition pour... Voilà, quand ils expriment leur souffrance. Donc oui, on apprend, quoi. Ben, un peu... en même temps, moi, j'ai pas été formée à ça. Pendant les 4 années, depuis 4 ans que je travaille là, on n'a pas été formés. Enfin, on a eu une introduction une fois, mais on nous demande pas de le faire, quoi. Donc l'institution nie le public qu'on accueille quelque part. Est-ce que c'est la même chose en protection de l'enfance ? Alors moi, l'association sur laquelle je travaille, en fait, a fait vraiment le choix, à un moment donné, effectivement, de répondre, de pouvoir accompagner ce public-là spécifiquement. Donc, je pense que il y a des choses qui sont mises en place et du coup, moi, en étant aussi à cette place-là, du coup, de cadre, du coup, ça me permet effectivement aussi de pouvoir piloter certains projets. Donc, peut-être la position est un petit peu différente. Voilà, donc on avance aussi petit à petit. Après, je parlais de 2014, je pense que c'est un public qu'on continue à apprendre à découvrir finalement. Moi, j'avais un parcours plutôt autour de jeunes majeurs, autour de l'insertion. Et quand on a recruté l'équipe, effectivement, je me suis aussi entourée de personnes qui travaillaient en protection de l'enfance. Donc il y avait des choses qui pouvaient ressembler dans les pratiques qu'on pouvait avoir, mais finalement ça ressemblait pas tout à fait non plus à ce qu'on avait l'habitude de voir ou d'accueillir en fait dans les pratiques. Et aujourd'hui, je trouve qu'on commence à un peu plus à en parler de ces jeunes et on arrive un peu mieux à comprendre aussi qui ils sont. C'est vrai ce sont souvent des jeunes qui ont à la fois une grande maturité, alors à la fois sur, je prends des exemples, mais sur la question du déplacement, sur la question de, voilà, ça c'est des choses sur lesquelles effectivement on sait que c'est souvent des forces et des appuis, et puis à la fois des jeunes qui sont plus en difficulté effectivement sur le côté affectif. Voilà, on a souvent des jeunes, là c'est des choses qu'on peut retrouver, des jeunes qui effectivement ont rencontré la maltraitance intrafamiliale par exemple. Donc voilà, il y a des carences de ce côté-là qu'on connaît bien, qu'on retrouve. Mais ce côté-là, je veux le dire comme ça, je retrouve un peu cette idée-là de bricolage aussi dans le travail qu'on peut faire. Ce côté un peu bancal, voilà, qu'il faut aider à peut-être un peu, très, très humblement, je le dis comme ça, mais aider à réajuster pour pouvoir avancer, pour pouvoir devenir jeune adulte en fait. Et je parlais de processus tout à l'heure, c'est voilà, comment on alimente un petit peu. Et puis en même temps, on sait que dans les parcours, à un moment donné, on va se retrouver encore avec des jeunes qui, au moment du dépôt de la demande de titre de séjour, à nouveau, on a une perte d'espoir ou en tout cas une crainte qui fait que, du coup, on doit à nouveau rééquilibrer ça. Et on le retrouve aussi au moment où on commence à leur parler de sortie, parce que quand on commence à leur parler de sortie, ils s'affolent, ils sont seuls sur le territoire. Donc, malgré effectivement le parcours, malgré effectivement les petits points qu'on a tenté un petit peu de créer avec eux, le réseau ou parfois des fois les bénévoles. En tout cas, voilà, c'est toujours très très inquiétant pour eux parce qu'à nouveau on revient toucher à des choses de leur parcours et il faut rééquilibrer ça. Donc c'est important. Je voudrais juste rajouter, j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais je trouvais que c'était important aussi. Ce que j'aime beaucoup faire et quand je rencontre ces jeunes, parce que souvent en tout cas je les vois dans les premiers temps. Et je leur rappelle tout au long des moments où je peux les voir, c'est vraiment de se dire que certes, ils arrivent dans un pays effectivement où ils vont devoir apprendre les codes, c'est des choses qu'on leur dit, mais que c'est important qu'ils puissent, je prends cet exemple-là, souvent continuer à pratiquer par exemple leur langue maternelle. Parce que dans ce qu'on peut aussi leur dire, c'est qu'ils doivent être gentils, ils doivent être propres, ils doivent bien aller à l'école, pas être en retard, ils doivent sourire, ils doivent être contents. Enfin voilà, je fais exprès d'utiliser ces termes-là, mais voilà, c'est plein d'injonctions en fait. Ils doivent être à peu près parfaits en fait. Et ils sont pas très loin, je pense, pour certains. En tout cas, moi, pour les jeunes que je peux accueillir, ils répondent de tout ça.
Et souvent, je pense qu'on occulte effectivement cette idée-là, cette question-là de ce dont ils sont faits en fait. Et c'est vrai que souvent, je leur rappelle ou je leur demande, comme ça, des fois l'air de rien, mais est-ce que finalement tu continues ou tu as la possibilité de continuer à parler ta langue parce que c'est ta richesse, ça fait partie de toi et c'est important. Et on ne te demande pas de l'oublier en fait. Et voilà, je trouve que c'est important aussi de rappeler ça dans le quotidien parce que c'est vrai que voilà, on pourrait avoir l'impression qu'on va tout leur apprendre alors qu'ils ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre et voilà, je trouve que c'est important dans cette question aussi de rééquilibrage. Il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire. Et je voulais revenir aussi peut-être un petit peu sur ce que tu as évoqué aussi tout à l'heure. C'est vrai que la particularité des MNA, c'est que comme d'autres sujets migrants, ils sont sujets justement à la violence que peut incarner la demande d'asile ou la demande des titres de séjour et la violence administrative, qui est aussi instable. Comment est-ce que vous, en tant qu'accompagnatrice, aidante, vous arrivez à faire avec ce facteur-là face à tout ce que ça peut provoquer chez les MNA? Peut-être qui peut être perçu comme une source de stress. En tout cas, vous êtes sûrement à la fois peut-être des fois actrice, mais aussi témoin de ce que ça peut provoquer et générer. Et qu'est-ce que ça vous fait vivre? Alors, moi, je suis pas censée être témoin direct de ça, de toutes ces démarches administratives, mais en effet, je demande à être au courant dans ma relation avec les éducateurs, avec les référents. C'est des choses parce que pour bien encadrer, aider le jeune, j'essaye de tisser des relations voilà, les plus productifs possibles quoi, avec les référents, et j'essaye d'être mise au courant de tout ça parce que je sais que ça peut être une grande source d'angoisse pour les jeunes, et je comprends après l'attitude de l'élève en classe, quoi. Et c'est vrai que les élèves, on les voit beaucoup, quoi, parce que je les vois tous les jours. On se voit une vingtaine d'heures dans la semaine, et la classe devient, enfin, pour revenir aussi un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, devient très vite un lieu très sécurisant, quoi, pour eux. On voit qu'ils y sont très attachés. Certains font 2 heures de trajet le matin pour venir en classe. Et malgré tout, ils viennent, ils sont là tous les jours. C'est difficile. Des fois, ils n'arrivent toujours pas à écrire, mais c'est pas grave, ils continuent de venir. Et ils baissent jamais les bras. C'est que je me dis que ça doit vraiment leur plaire, quoi, ce qui se passe ici. Enfin, ils y trouvent leur compte, quoi. Et donc voilà, enfin, c'est toujours pour militer un peu sur le côté cocon de cette classe et lieu de guérison, quoi, en fait, pour eux. On sent que c'est... Et puis c'est un fil rouge, quoi. La classe, on sait qu'elle est toujours là. Moi, ils vont toujours me trouver, hormis pendant les vacances scolaires, mais les vacances scolaires, depuis le début de l'année, on sait quand elles arrivent. Donc il y a une sécurité aussi dans cette relation, et c'est ce rythme, je pense, hein, c'est des hypothèses que j'ai mis, qui permet cette relation de confiance, quoi, qui peut parfois faire défaut avec les éducateurs, notamment quand les jeunes habitent en diffus. Quand ils sont en appartement, on se rend compte qu'ils ne voient pas trop les éducateurs, ou ils ne les voient pas quand ils voudraient, ou peut-être qu'ils ne comprennent pas le rythme de travail des éducateurs, ou oh ben non, un tel il est encore en vacances, et ils changent tout le temps d'éducateur. Alors moi, pour un même jeune, je peux changer dans l'année 3 ou 4 fois de référent. Dans une année scolaire, c'est beaucoup, mais parce que le jeune a changé de statut, a déménagé pour une raison X ou Y, a plein de raisons qui font que... Et tout ça va toujours très très vite. Moi, des fois, je m'en rends compte après parce que dans les foyers, ils ont beaucoup de boulot, ils n'ont même pas le temps de prévenir. Enfin,
C'est toute cette insécurité comme ça dans leur qui fragilise leur état aussi. Et Ouais, peut-être. Est-ce que justement ça fait pas trop de pression d'incarner, d'être enseignant dans une classe qui incarne la sécurité? Ben oui, un peu. Alors après, pour une fois dépassé toute la phase d'empathie, d'écoute, on a un peu chacun nos solutions. Alors moi et mes collègues, je crois que tous déjà on essaye de se blinder, mais je pense que c'est pareil pour toi. Voilà, on se blinde, on apprend à faire avec, on comprend très bien qu'en fait on fait partie d'une grosse machine et que si on accepte de travailler avec eux dans ce cadre-là, il faut aussi accepter les règles du jeu de la machine. Je le vois comme ça, sinon il faut aller faire du bénévolat, quoi. On est libre de faire ce qu'on veut. Et après, j'ai une collègue qui s'est investie dans une association où elle a pris beaucoup de connaissances dans le juridique, quoi. Et moi, ma solution, ça a été là où on s'est rencontrés avec Paloma, donc ça a été de m'inscrire à la fac l'année dernière dans un DU qui s'appelle Médecine et soins transculturels. Et c'est un lieu qui m'a, un contexte qui m'a permis de trouver beaucoup de réponses. Voilà. Tu veux dire 2 mots sur le DU? Je sais pas ce qu'il faut dire un peu. 2 mots sur le DU. Oui, c'était une formation initiale, c'est ça en tout cas 2-3 jours par mois où on a pu appréhender la question de la clinique transculturelle par des actrices de la consultation transculturelle de Bordeaux, du CHU de Bordeaux, et plein d'intervenantes diverses qui nous ont donné des billes pour, je pense, un peu voir quelle posture on pouvait avoir et quelle réflexion pouvait guider ces postures-là. Mais c'est un peu comme le moment qu'on passe aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que c'est une bulle, quoi. C'est un peu ce que vous disiez aussi tout à l'heure. Ça permet déjà d'acquérir plein de connaissances en psycho, en anthropo, voilà. Mais c'est aussi surtout pour, à titre individuel, l'occasion de se décentrer de sa pratique, de faire un pas de côté, de se rendre compte que les questions qu'on se pose sont légitimes. Et puis d'élaborer, quoi, dessus. Enfin, on nous demande de faire un mémoire de recherche, voilà, on travaille tous sur notre pratique professionnelle et c'est élaborer, quoi, prendre de la distance, réfléchir. Pour moi, ça a été extrêmement précieux. Enfin, l'année dernière, ça m'a un peu sauvée. Parce que... De transformer un peu, justement. Oui, voilà, tout à fait, de transformer, ouais. De transformer et puis c'est terrible, quoi. Maintenant, je me sens un peu plus... j'ai réussi à dépasser la sidération, quoi. J'ai plus juste à observer, voilà, il va pas bien. Non, je transforme. Ouais. Vous aviez pour moi aussi. Parce que le trauma, il est contagieux. D'aspirer... on tombe tous les deux, quoi, sinon. Enfin, par rapport à ça, effectivement, c'est souvent des jeunes qui, on disait tout à l'heure, ils sont seuls sur le territoire, sans tuteur. Et c'est vrai que c'est vite le vide sidéral à un moment donné si on travaille avec les... Enfin, en solo, souvent c'est compliqué. Donc même nous dans les équipes, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est souvent de travailler à 2 pour éviter justement d'être complètement happé par la tristesse, le trauma, les questions, parce qu'effectivement ça ne s'arrête pas, et d'autant plus quand on commence à effectivement donner de la place à tout ça. Donc c'est pour éviter tout ça. Bon, alors après on a, au niveau des équipes, nous en tout cas, on a des temps d'ADP, d'analyse de pratique, pardon, des temps de réunion, des temps aussi avec un pédopsychiatre, qui nous aide aussi
aussi à pouvoir mettre des mots, et c'est important, et c'est toutes les semaines. Voilà, de manière à pouvoir effectivement déposer ces choses-là, hein, parce qu'on est vite happé. La semaine dernière, on discutait, on échangeait autour de justement la question de la demande d'asile, et une collègue pouvait nommer que finalement c'était un peu compliqué, parce qu'on travaille sur par exemple le récit de vie. Donc un récit de vie, c'est qu'effectivement le jeune doit nommer les raisons pour lesquelles effectivement il se sent en danger dans son pays, ou pourquoi effectivement il le serait s'il y retournait. Et elle disait, elle énonçait ça, je trouvais ça intéressant, que finalement elle avait presque peur d'entendre des choses en fait. Et que par rapport à ça, c'était difficile pour elle de se positionner, parce que du coup ça voulait dire que soit elle arrêtait un peu les choses, soit, enfin voilà, elle cherchait la question un peu du positionnement. Du coup moi en tant qu'accompagnateur, je suis où là-dedans, voilà. Donc on travaille autour de ça. Alors souvent maintenant on essaie de travailler à plusieurs, du coup plutôt sur un binôme, mais voilà, je trouve que ces questions-là, elles viennent effectivement nous chercher, hein, elles viennent constamment nous titiller. Et le fait effectivement de pouvoir du coup travailler à plusieurs, de pouvoir revenir sur ces questions-là pour ne pas rester avec ça, pour tenter de ne pas rentrer trop chez soi avec des valises trop lourdes. On évoquait la question aussi de vider de temps en temps son sac, voilà, de ne pas rester avec tout ça, parce que ça... Pardon, Corbeil, oui, mais je l'ai transformé. Mais c'est juste voilà, l'idée de ne pas partir avec tout ça, parce que c'est vrai que ça nous contamine, je suis assez d'accord. La question du trauma, elle est parfois lourde. On entend des choses. Je me souviens d'une fois où ça m'avait surprise. Pourtant, sur les 6 ans, j'ai entendu beaucoup d'histoires, mais un jour, un jeune me dit, comme ça, littéralement, qu'il a été vendu. Je crois que c'était la première fois que je l'entendais. Et je me souviens combien ça m'avait choquée. Enfin, voilà. Donc voilà, une fois qu'on est avec ces choses-là, après, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et puis... comment est-ce que du coup on rebondit de tout ça, et comment on laisse de la place à tout ça, voilà. Mais c'est pas souvent de l'entendre. Enfin voilà, ils ont quand même des discours assez stéréotypés, hein. Il y a des choses qu'on leur, par rapport aussi aux passeurs, et par rapport au parcours qu'ils ont eu, voilà, ils n'ont pas toujours des discours. Enfin, ils ont des discours, voilà, où ils se protègent, hein, sur des choses qu'on leur a dit de raconter, voilà. Donc des fois quand ça sort un peu de l'ordinaire, et voilà, ça peut venir bousculer. Et je me souviens que là, ça m'avait particulièrement bousculée. Un peu naïvement, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais un peu naïvement, je me demandais comment c'était possible en 2022, ou je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a les 2 ans, mais comment c'était encore possible d'entendre ce genre de choses. Mais effectivement, c'est encore possible d'entendre ce genre de choses. Oui, moi, j'entends toute l'ambivalence, enfin, c'est pas l'ambivalence, mais en tout cas, les extrêmes quand l'ailleurs est ici. C'est-à-dire quand tu dis, toi, Orlane, oui, la langue, parler votre langue, ramener des trucs chouettes de votre pays, servez-vous-en, l'ailleurs est ici, et là, c'est une vraie ressource, c'est chouette. Et par contre, à d'autres moments, l'ailleurs qui est ici, alors le trauma, ou tous les papiers, toutes les démarches qu'il y a à faire ici, qui sont ultra traumatisantes et du coup polytraumatisantes, vont être des empêchements d'apprentissage, parce que la tête, le psychique est déjà saturé de toute cette démarche psychique. Moi, je ne comprends toujours pas comment les mêmes-là arrivent encore à avoir de l'espace psychique pour aller à l'école. Moi, je suis émerveillée. Parce que quand je vois déjà tous les papiers que j'ai à faire à qui me gavent passablement, je me dis, avec leur jeune âge, mais tout ça, ça rentre dans leur tête, quoi. Et c'est à la fois un avantage, comme Tata et Mimi, quand la poubelle est pleine, pour ça que je disais, oui, non, c'était... Le sac, tout ça, non, mais qu'il faut garder. C'est juste. Mais que la tête, elle est plus dispo, quoi, pour les apprentissages, quoi. À la fois, pas pour tout ça, mais pour une bonne partie, ils viennent pour ça. Ils viennent pour chercher le travail, ils viennent pour s'en sortir, ils viennent pour chercher une vie meilleure. Et c'est pas tant, on en discutait un petit peu tout à l'heure, c'est pas tant là-dessus finalement qu'on rencontre des difficultés, étonnamment. C'est peut-être ça qui viennent les sauver aussi à un moment donné, mais ce sont des vrais travailleurs. C'est pas par injonction? Pas que, je pense pas. Pas que. Pour certains, oui. Hein, on a des familles, les familles, ils attendent derrière, ils attendent les sous, hein, derrière. Donc c'est des aspects qu'on peut travailler aussi avec eux, parce que des fois ils vont donner tout l'argent qu'ils reçoivent tout le mois, et en fait on s'est aperçu une fois qu'un jeune en fait n'avait plus rien à manger. Voilà, donc c'est aussi comment on travaille avec ça. Mais en même temps, je voulais juste rebondir sur la question administrative.
En même temps, on ne peut pas ne pas travailler avec ça, parce que souvent, c'est aussi ça qui vient sécuriser le jeune. C'est vrai que moi, j'ai vu l'évolution en 6 ans et avec la construction du service. Au départ, on était un peu au même niveau que le jeune. On découvrait à peu près tout, donc voilà. Des fois, on ne savait pas, on a fait des erreurs. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est vrai qu'on connaît bien le système, comment il fonctionne. Alors, les MNA, effectivement, dans les demandes, on en a quelques-unes, mais c'est à peu près, voilà, on n'en a pas non plus 36, hein, donc ça revient à peu près toujours sur les mêmes choses. Donc, on a vraiment une expérience qui nous permet aujourd'hui d'être à peu près assurés sur ce qu'on va faire. Et c'est ce qui nous permet aussi souvent de les rencontrer. Alors, ça pourrait paraître bizarre de dire, on les rencontre sur le versus administratif. Mais pour autant, il y a une chose qui est très importante. Je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ces publics-là, ça va vous faire sourire, mais c'est qu'on leur parle, en fait, qu'on leur explique les choses. On parlait tout à l'heure de la péréquation. Moi, des fois, je reçois des jeunes qui viennent d'arriver, qui ont fait 12 heures des fois de train, qui arrivent à un moment donné épuisés. Et des fois, je leur dis, est-ce que tu sais pourquoi tu es là ? Et on leur a pas dit, en fait, pourquoi ils sont là. On leur a pas expliqué pourquoi ils sont là. Et c'est souvent des jeunes qui ont une soif de connaître et d'apprentissage, mais en fait, quand on leur explique, des fois, ils nous disent, ah bon, mais c'est juste ça ? En fait, oui, c'est juste ça. Voilà. Et du coup, ça permet des fois d'éviter, de dégonfler des situations où des fois, ils ont l'impression qu'en fait, c'est parce qu'ils ont fait une bêtise, ou c'est parce qu'en fait, ils ont été méchants. Enfin, des fois, il y a ce registre-là qui arrive. Et moi, je sais que je prends beaucoup de temps à leur expliquer ce que tu as compris, et je leur explique la démarche. Je leur explique, par exemple, la question de la protection de l'enfance. Qu'un enfant, souvent, je leur demande, est-ce qu'ils savent ce que c'est un mineur, un majeur ? Toutes ces notions-là qui vont leur permettre aussi, bientôt, après coup, de pouvoir avoir des notions et qui leur permettront effectivement d'avoir quelques brides d'explication et de s'en sortir, en fait. Et ça, c'est déjà beaucoup, en fait, parce que sinon, sur la question administrative, effectivement, nous, on sait qu'on fait avec, on tente de faire avec. C'est pas notre démarche, c'est la sienne. Donc voilà. Donc on s'appuie des fois sur des décisions qu'ils peuvent prendre, mais on passe beaucoup de temps à leur expliquer les démarches et après on décide ensemble. Aussi avec les avocats, évidemment, je les oublie pas, parce qu'on n'est pas expert et on n'est pas juriste. Et des fois, on est face à des décisions un peu compliquées, mais voilà, je trouve que c'est important aussi de se rappeler que bien souvent, de leur arrivée jusqu'à un moment donné, il leur manque des explications, il leur manque des bouts, en fait. On leur a pas dit, en fait, pourquoi ils sont là ou ce qui s'est passé. Oui, je pense que c'est la relation de confiance aussi qui est toujours à reconstruire. Enfin, c'est des jeunes qui ont eu des relations de confiance brisées, trahies, et je pense qu'il y a un peu de ça aussi, non ? Des choses à reconstruire, quoi. Parce que la relation avec l'adulte, elle est voilà, complètement entachée pour certains. Alors pas tous, parce on en a certains qui ont pris l'avion, qui en 24 heures ou un peu moins sont là, et là on a moins ce parcours-là. Mais on a des jeunes qui du coup ont subi des choses ou qui sont passés au travers. Les passeurs, c'est des adultes, et voilà, qui ont dû faire ou subir des choses qui n'auraient pas dû subir. C'est des fois ce que je leur rappelle aussi. Je leur dis que c'est pas normal ce qu'ils ont vécu. Mais voilà, et du coup ça s'est entaché. Donc des fois on a des jeunes qui, d'ailleurs je fais le lien avec l'école, mais des fois qui nous disent bah oui, on m'a demandé de raconter mon histoire, et en fait ils savent pas ne pas raconter parce qu'en fait on leur a demandé, et puis ils se disent qu'il faut raconter, en fait. Et du coup ils savent plus trop se protéger, en fait. Donc cette relation là avec l'adulte, elle est souvent, effectivement, elle prend du temps à reconstruire, mais elle est très importante, parce que j'aime bien prendre cette image là, mais donc on travaille, nous, sur un service appartement, et je disais, on a depuis le départ fait le choix de mettre des verrous aux portes, parce qu'ils sont souvent 2 dans les logements, et donc chaque chambre il y a un verrou, c'est fermé à clé. Et souvent c'est pour moi aussi la symbolique de pouvoir aussi commencer à se reconstruire et faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur, parce que parfois leur intérieur ça a été l'extérieur de l'autre, ou ça a été l'intérieur de l'autre. Excusez-moi, je le dis comme ça, mais c'est une image, je trouve, assez intéressante. Et commencer à pouvoir fermer sa porte à clé et d'être en sécurité et de pouvoir avoir ses affaires sans que quelqu'un vienne les prendre. Et puis la même chose avec le corps, son corps c'est le sien, c'est pas celui de l'autre, et on n'a pas le droit de le toucher. Et bien voilà, c'est des premières choses qui sont extrêmement importantes et qui permettent effectivement pour la suite de pouvoir du coup passer à autre chose. Voilà, mais c'est des choses où on voit bien quand il y a eu effraction d'adultes sur les enfants qu'on accueille, et bien effectivement il faut resécuriser, et ça prend du temps. Je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur la curiosité des
des MNA à comprendre et leurs besoins même qu'on leur explique. Je trouve que ça dit aussi la nécessité de se représenter que l'étranger, c'est pas que l'autre qui est en face de nous, mais que c'est aussi tout l'environnement extérieur qui pour eux est étranger. Et c'est bien plus vaste que ce que nous on incarne. On laisse... Et j'avais une question. Est-ce que justement vous avez des situations dans votre clinique, enfin dans votre travail, qui vous ont permis de vous repositionner? On parlait tout à l'heure de contre-transfert culturel, mais plus simplement, est-ce qu'il y a des situations qui vous ont fait complètement repenser vos représentations et qui vous ont un peu bousculé et qui vous ont fait changer de point de vue? Je sais pas trop dire comme ça. Je pense que ce sont des rencontres, quoi, en fait. Il y a des rencontres qui marquent plus et qui... des personnes pour... Je sais pas, oui, il y a des élèves pour lesquels on sent qu'on est plus important et qui ont plus besoin de nous, quoi. Ouais. Des fois, c'est ça. Et ça met une sacrée responsabilité. Donc, ouais, il y a pas de... Là, pour le coup, il n'y a pas de... Le soir, à la maison, ils peuvent m'appeler, quoi. Je sais que s'il y a besoin, je reste disponible dans la mesure du possible, évidemment, mais c'est des... je sais pas, j'ai pas assez de recul, je crois, j'ai pas assez de... J'ai pas votre... c'est difficile, quoi, pour moi. Oui, c'est une question difficile. Oui, moi j'ai une question en fait qui vient un petit peu en lien avec la réflexion de Paloma. Face justement à des enfants, des jeunes qui ont une relation avec l'adulte qui peut être compliquée, pour qui vous pouvez incarner des tuteurs de résilience, probablement à certains moments, et des tuteurs de résilience en fait transitoires, personnellement. Comment vous pouvez le vivre et comment vous l'accompagnez aussi pour préparer à la... Moi, j'essaye en tout cas de ne pas l'accompagner seule, quoi, en fait. C'est pour ça que je veux toujours être en lien au maximum avec les éducateurs. Et puis j'essaye de comprendre aussi pourquoi cet élève vient vers moi plus que vers quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui pêche à côté avec les éducateurs, ou pourquoi... et d'alimenter ça, quoi, de recréer ce lien pour pas qu'il ait à compter que sur moi, quoi, c'est hors de question. Et enfin, j'ai pas les capacités, quoi. Et non, et puis faire appel à des spécialistes, quoi. Maintenant, je fais beaucoup plus appel à la clinique transculturelle à Bordeaux, je demande des conseils. Ouais, c'est ça aussi que m'a appris le DU, quoi, de tisser un réseau de spécialistes autour de moi, de gens compétents, en fait, sur lesquels m'appuyer. Et à la fois faire la même chose avec les jeunes, en fait. C'est-à-dire que souvent, des fois, on est amené à faire un peu des cartographies sur justement ce qu'ils ont l'impression qu'ils sont tout seuls, voilà, on sent bien la tristesse, le poids du fait d'être là. Et des fois, c'est aussi de leur montrer qu'en fait, ils ont commencé à tisser du lien. Voilà, alors on peut reprendre après la question un peu de la scolarité, reprendre aussi l'amitié, enfin les amis, tout le côté plutôt amical. On travaille aussi nous avec les bénévoles pour justement leur permettre aussi d'avoir du lien et de faire des rencontres. Voilà, donc c'est aussi les amener à percevoir qu'en fait il y a des choses qui commencent à se construire et que du coup il peut avoir effectivement comme ça des rencontres pour lesquelles on a l'impression qu'effectivement ça fait bouger plus de lignes. Nous en tout cas effectivement sur les équipes et avec les professionnels en tout cas au départ, sur le service, on avait un système de référence, donc chacun était référent d'un jeune. Et on s'est aperçu du poids trop important que ça pouvait représenter, parce que du coup l'éducateur était finalement responsable de la réussite, mais aussi de l'échec, de la tristesse,
Voilà, enfin, on peut continuer comme ça. Et c'est ça, je crois, qui est important, c'est vraiment de pouvoir permettre de ne pas être seul, de pouvoir... donc c'est vrai que nous, maintenant, on met des systèmes de co-référence, et puis on fait en sorte que parfois, des fois, quand il y a des accompagnements médicaux, ça nous arrange bien de ne pas être là, et on permet des fois d'autres collègues, et du coup, ça permet aussi de le rencontrer. Voilà. Donc c'est au fur et à mesure de la rencontre de permettre effectivement de commencer à mettre d'autres figures, en fait, qui peuvent représenter aussi autre chose, et qui permettent effectivement... voilà, plutôt de tisser, effectivement j'aime bien l'idée de tisser pour que justement on commence à reposer les choses et qu'il n'y ait pas qu'une personne qui puisse être la figure voilà, qui va permettre de grandir, mais bien plus un ensemble, voilà, un groupe en fait. Et nous, c'est vrai qu'on tente de remettre un peu de l'institution pour justement, parce que là, du coup, nous, on est voilà, dans le milieu professionnel et je crois enfin, qu'on a vraiment besoin aussi de ces ruptures-là personnelles pour pouvoir effectivement faire ces allers-retours, parce que sinon... Enfin, moi, je sais que je ne serais pas capable, par rapport à l'engagement que j'ai pris, en tout cas sur ce service. Aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas capable d'être sur des choses bénévoles, enfin des choses, voilà, parce que je sens bien que ce que je donne là, c'est déjà beaucoup et que j'ai besoin de cette séparation. Voilà, donc, bon, j'ai répondu un peu dans tous les sens, mais... Non, mais c'est pas une mesure de protection. Oui, oui. Et puis là, on en a très peu parlé, mais ils ont des familles en fait. Hein. Ils ont des familles, donc même si parfois elles sont plus là, mais en tout cas, c'est aussi faire vivre ça. C'est-à-dire que nous, on cherche pas à prendre cette place-là, mais bien de pouvoir aussi remettre dans une filiation et de faire vivre ça. Donc voilà. Donc des fois, on est en contact avec les parents aussi, mais pas toujours. Donc voilà, c'est permettre aussi de montrer qu'en fait, voilà, il existe déjà d'autres figures et comment les faire vivre, continuer à les faire vivre. Oui, c'est vrai que il y a des familles aussi. Enfin, ils sont non accompagnés ou, mais quand même un peu quoi. Il y a des familles à distance. Il y a aussi des proches des fois en France. Hein. Puis on le voit moi je vois les élèves qui ont des proches, des cousins, des frères dans des villes à côté. On les sent mieux ancrés, quoi, ou en tout cas ils nous sollicitent moins. Et pour revenir à ce que je disais juste avant, oui, je fais plus facilement appel maintenant à des acteurs extérieurs parce que, comme je disais au début, on n'est pas du tout accompagné. Moi, par ma hiérarchie, en fait, on n'est pas du tout accompagné là-dessus, quoi. L'année dernière, ça a été une de mes luttes auprès de mes employeurs, mais ça n'a pas du tout fonctionné, quoi. J'ai bataillé pendant 1 an pour qu'on ait des supervisions, des réunions, là, comme tu disais, juste pour pouvoir échanger, parce qu'on a des chefs qui ont des situations très lourdes et des fois j'ai des collègues qui craquent complètement, quoi, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le bon curseur sur l'accompagnement. Et donc on a des situations parfois très compliquées et qui nous touchent beaucoup. Donc c'est aussi comprendre pourquoi ça nous touche. Mais ça marche pas quand on n'en a pas. Donc, mais oui, j'ai certains collègues là qui me disent je stoppe, quoi. C'est trop dur en fait. Il y a un moment, on n'en a plus, comme tu disais, que tu peux pas faire du bénévolat à côté. Il y a un moment, la corbeille est pleine, mais en fait, on peut plus la vider, quoi. Donc il faut savoir s'arrêter, c'est bien aussi. Avant de craquer, parce que c'est ce qu'ils disaient ce matin, je sais pas s'ils sont encore là, les collègues de ce matin, de psycho du travail, mais c'est ça, le soutien social. Il parlait du soutien social, d'un temps dédié au débriefing, et si c'est pas là, on va vers le burn-out, quoi. C'est un des risques, c'est vraiment très présent, hein. Voilà. L'année dernière, j'ai une collègue qui s'est retrouvée en grande difficulté face à un élève qui était vraiment qui décompensait, en fait, tout à fait. Et elle le voyait, puisqu'au quotidien en classe, elle voyait qu'il allait mal, en fait, il commençait à avoir des symptômes de schizophrénie, quoi. Donc c'était criant. Et elle voulait elle a alerté les référents, les éducateurs, mais en fait, eux, ils n'étaient pas du tout dans une démarche de partage, donc ils ont dit non, on vous écoute pas. Et finalement, l'élève a disparu du jour au lendemain, et
puis la collègue a appris des semaines après qu'en fait il était en hôpital psychiatrique, quoi. C'était hyper dur pour elle de voir de constater qu'elle avait été témoin de cette chute et que ses alertes n'avaient pas été entendues. Ouais. Donc c'est un exemple de ce que ça peut faire sur le terrain, quoi. Sinon, alors j'ai l'impression, je m'excuse, j'ai l'impression d'avoir dressé un tableau très très sombre, mais j'aime énormément mon travail et je rentre chez moi tous les jours avec un grand sourire et voilà, c'est quand même beaucoup de satisfaction et de joie. Voilà, parce qu'on crée aussi des nouveaux continents et des ponts sur lesquels on s'amuse. On crée des continents sur lesquels on n'a pas besoin de savoir écrire ou de savoir très bien parler. Et on est tous à égalité. Enfin, voilà, on est très inventifs, donc c'est un très beau métier aussi. Merci. Du coup, je voulais vous demander, parmi vos missions de professionnels, comment et est-ce que vous avez les ressources pour accompagner les enfants dans leur construction identitaire? Parce que je pense que parfois, peut-être que vous vous retrouvez à oublier que ce sont des enfants, parce qu'on a des exigences très fortes envers eux, d'autonomisation, de démarches administratives. Ils doivent, en un sens, être assez responsables de leurs propres besoins primaires. Là, je pense à la pyramide de Maslow, de besoins de logement, de nourriture, etc. C'est des soucis que la plupart des enfants n'ont pas. Comment est-ce que eux, ça leur laisse la place à la construction? J'imagine que par exemple pour Madame Gore, qui est du coup enseignante, il y a tous ces moments-là où quand les enfants se prennent d'apprentissage, ils sont en interaction sociale, ça va plus loin que l'éducation, la construction. Et est-ce que ça interagit vous avec vos constructions identitaires? Vous définir en tant qu'aidant, en tant qu'enseignant? Donc oui, on essaie de le prendre en compte. Effectivement, je disais tout à l'heure, voilà, l'idée de pouvoir aussi les inscrire par exemple au sport, enfin des choses comme ça qui aussi les remettent dans le contexte aussi d'être avec des jeunes de leur âge. Donc ça c'est important. Après, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'on a aussi du décalage des fois parfois par rapport à la maturité. Et ça on le prend en compte aussi. Donc c'est vrai qu'on peut s'imaginer que mettre des jeunes dans un appartement c'est un peu bizarre, et ça l'est, hein. Voilà, ça l'est, mais force est de constater que ça marche pas si mal. Alors est-ce que parce que ça marche pas si mal, c'est une bonne idée, je sais pas, ou est-ce que c'est comme ça que c'est pensé, et ça je ne saurais pas répondre à la question. Voilà, en tout cas, on ne peut pas faire fi de parcours un peu atypiques, et effectivement, ce qu'on peut proposer en tout cas s'adapte à peu près de là où ils en sont. Mais par contre, on a donc lorsqu'ils arrivent, en fait, on a à peu près 3 mois, on fait des évaluations justement, donc on va vérifier justement les acquisitions sur les questions du quotidien, de ce que vous parliez, est-ce qu'ils savent gérer. Donc tout ça nous permet au bout d'un moment aussi de vérifier de là où on peut intervenir, et parfois on a des jeunes qui, on se le dit un peu comme ça, mais ça nous fait souvent plaisir de l'entendre, mais de se dire, ça c'est un ado, là, c'est un comportement d'ado. Enfin, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est des moments où c'est un peu des satisfactions, parce qu'on se dit qu'ils sont aussi autorisés à un moment donné à lâcher certaines choses et à pouvoir se permettre effectivement peut-être de vivre ça, ce qu'ils n'auraient peut-être pas pu vivre parce que ça n'a pas été possible, ou parce que quand ils sont partis de leur pays, finalement, ils avaient déjà d'autres choses qui leur étaient demandées. Donc voilà, mais c'est pas parfait, c'est pas toujours satisfaisant, et en même temps, certains se l'autorisent. Après, je prends cet exemple-là, mais on a des jeunes qui ont des parcours traumatiques importants, et pour autant ça s'exprimera jamais le temps de l'accompagnement, en tout cas que l'on fait. Et on se dit des fois qu'ils se sont mis des barrières importantes, et qu'elles sont importantes à maintenir et à ne pas toucher, je veux le dire comme ça, pour pouvoir peut-être le traiter demain ou après-demain, en tout cas avec d'autres moyens. Et voilà, donc en tout cas nous,
le parti pris qu'on a, c'est de pouvoir effectivement accueillir une personne en face de nous, un enfant. Et souvent, effectivement, quand je fais la présentation de la protection de l'enfance, je leur demande effectivement s'ils ont bien perçu ce que c'était effectivement la minorité. Donc quand je rappelle les règles de fonctionnement, c'est-à-dire que effectivement, ils ne doivent pas dormir à l'extérieur du logement, qu'ils ne doivent pas faire ceci, cela. Enfin voilà. Et là, effectivement, je viens aussi les remettre dans un contexte effectivement où il y a des règles, et même si on n'est pas là tout le temps, en tout cas, c'est important que cette symbolique se remette en place. Voilà. Donc il y a des petites choses comme ça qui permettent effectivement aussi, s'ils veulent sortir, il faut qu'ils fassent des demandes d'autorisation. Donc voilà, on essaie un petit peu de les remettre aussi dans ce contexte-là, et puis d'avancer avec eux. Et puis après, chaque parcours est différent. On a des jeunes qui ont besoin de ce cadre-là, et qui rappellent aussi qu'effectivement ils sont sans parents, et voilà, certains ont besoin, je fais des recadrages de temps en temps, hein, ça m'arrive, mais voilà, je me dis aussi que c'est aussi ça, c'est qu'on va essayer effectivement de chercher les limites, et c'est aussi ça la construction identitaire. Donc voilà, c'est présent, en tout cas ça s'exprime pour certains, et voilà, pour certains on va avoir je veux dire comme ça, mais les enfants parfaits, je pense à un jeune notamment où il fait tout bien et c'est important pour lui, et pour l'instant on sent qu'il n'est pas prêt de lâcher ou d'être trop dans l'erreur, c'est pas possible pour lui. Bon voilà, c'est sa construction à lui, et comment est-ce qu'on l'aide petit à petit à lâcher, et puis en même temps voilà, on fait avec en fait. Donc voilà, donc on s'adapte en fait, et on essaie d'aller par rapport à ce qu'ils peuvent donner, ou par rapport à la manière dont ils vivent ce parcours et comment ils lâchent, leur permettre effectivement, en tout cas de leur donner une place d'adolescent. Et voilà, on voit s'exprimer ça quand même de façon générale auprès des jeunes qu'on accompagne. Oui, je te rejoins Orlan là-dessus. Plus que des enfants, je dirais que c'est des ados. Et c'est important de l'observer, parce que nombre d'entre eux viennent de cultures où l'adolescence n'est pas une période clairement définie, où on passe plutôt de l'enfant à l'adulte, très rapidement. Et quand ils arrivent ici, déjà il faut faire le deuil d'une certaine enfance, découvrir une nouvelle culture. Ils sont déjà ils ont voyagé physiquement, et là on y est tous passés. L'adolescence, c'est un voyage en soi, déjà. Et en plus ils vivent ça, mais ils le découvrent en n'ayant jamais été spectateurs de ça, je crois. C'est là, en le découvrant ici, en voyant ce que font les autres ados au lycée, et c'est un sacré voyage pour eux. Moi, je le vois, c'est compliqué à gérer pour eux. Les hormones, ils se posent beaucoup de questions. Et puis pour rajouter à ça, ils arrivent avec beaucoup d'idées reçues en fait, sur ce que c'est l'Europe, sur ce qui se passe, voilà. Et donc ça, on doit le déconstruire un petit peu aussi, parce que c'est vrai que pour certains, ils arrivent. Alors il y a les réseaux sociaux, nous aident pas beaucoup sur cette question-là. Voilà. Donc un jour, un jeune, lors d'une évaluation, il m'a dit, il me disait que l'argent tombait du ciel en fait, les billets tombaient du ciel, et je tentais de lui expliquer avec mes mots que ça n'existait pas. Et je me souviens de sa réponse à la fin, elle restera. Elle est gravée en moi, et il me dit, de toute façon madame, personne ne te croira. Je dis bon, effectivement, je sais pas, ça fait quelques années, je me dis que peut-être aujourd'hui j'aimerais bien le revoir, mais bon, ce sera pas possible. Mais effectivement, voilà, ils arrivent quand même avec des idées, que c'est facile ici, et des fois ils tombent un peu des nues aussi, et on doit quand même déconstruire ça. Mais je pense que ça participe aussi de ces idées-là aussi, du coup on va chercher, c'est l'Eldorado, on va trouver tout ce qu'on veut, et c'est facile. J'entends ça, que effectivement il y a une injonction de l'Eldorado, parce qu'il y a aussi des attentes parfois au pays. Mais j'ai aussi entendu des jeunes disant, mais vous vous rendez pas compte qu'arriver en France, en fait, on régresse. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas d'adolescence, ça n'existe pas. Dans la culture, on fait enfant, rituel, adulte. Et du coup, ils arrivent normalement en adulte, puisqu'ils ont été envoyés en mission. Pas pour certains, je ne fais pas de globalité, mais les deux, je pense, sont envoyés en mission par leur famille en France pour travailler en tant qu'adultes. Et quand ils arrivent en France, on leur dit « Ah ben non, t'es ado ». Et vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, on régresse.
Et on est pour moi dans une vraie question transculturelle. Je ne sais pas comment on va faire avec ça, mais je me demande comme ça. Oui, sans compter que sur le parcours migratoire, ils ont pris des décisions lourdes, seuls, et ils ont quand même fait un voyage dingue tout seuls, quoi, sans être accompagnés de quelqu'un qui leur disait non, il faut que t'as pas le droit de dormir dehors. Enfin, là, quand on leur dit ici, c'est... Voilà, et puis d'aller chercher un billet à la vie scolaire parce que tu as une demi-heure de retard, un peu... c'est dur, quoi. Dans un pays où peut-être la demi-heure de retard en plus est sacrée. Oui, et puis dans un pays où, de toute manière, t'es même pas sûr que tu pourras rester, quoi, aussi. Enfin, ils ont toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est... Donc c'est pour ça aussi, je crois qu'ils se tiennent très à carreau. C'est parce que tant qu'on n'est pas sûr, il y a un effort de se contenir, quoi. Qui sont si parfaits. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en ai une autre très très rapide, c'est pour ça que je me permets encore de prendre la parole. Est-ce que vous voyez des psychologues? Oui. Je travaille avec une psychologue. On a un mi-temps de psychologue sur notre service. Et on travaille aussi avec un pédopsychiatre qui est là par quinzaine sur nos synthèses. Non, enfin moi en tant que professionnel, non, on n'est pas du tout accompagné. Non, c'est bien pour ça que c'est compliqué. Mais voilà, après on bricole et on va chercher chacun nos réponses ailleurs et nos solutions, quoi. Donc malgré tout, ça va bien. Ça va, le psychologue scolaire relié à ton activité? Non, pas... Alors il y a des psy-EN. Oui, mais elle s'occupe de la classe et c'est juste pour les orientations. Pour les élèves, elle nous donne un coup de main pour les orientations, pour qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Mais après, les élèves, en général, c'est quand même des problématiques particulières et les psy-EN, elles sont pas forcément... puis elles ont d'autres trucs à faire. Dans les foyers, je sais qu'il y a les ressources, quoi. Donc en général, les jeunes, s'ils ont besoin, et voilà. Mais pour moi, non. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter sur toutes ces questions qui restent encore un peu ouvertes et qu'on a essayé de déblayer un petit peu ici. Merci beaucoup pour votre attention jusque-là. Merci beaucoup Laura Gore et Orlane Joly d'avoir joué ce jeu et je vais laisser la parole à Madame Rommel pour un dernier mot de fin et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonjour à tous, bonjour à ceux à qui je n'ai pas encore dit bonjour. Delphine Morel, donc moi je suis maître de conférence en psychologie clinique à Nantes Université et puis je voulais terminer cette journée par quelques réflexions, quelques remerciements bien sûr et puis une question qui m'accompagne et puis depuis ce matin et puis qui s'est enrichie au fur et à mesure de la journée et que je continue à me poser. La question étant de savoir comment se rencontre en moi aujourd'hui Albert Camus, une autre Élise, Aylan, un vendeur d'huile d'olive lillois, mon frère, le soleil de Perpignan, des écureuils, et puis encore et toujours, elle m'accompagne souvent, la statue de la place de Bouffay qui s'appelle Éloge du pas de côté.
La thématique que nous ont proposée ces 5 étudiantes, donc 5 étudiantes en dernière année de master de psychologie clinique à Nantes Université, c'était la thématique de l'altérité et la relation d'aide. L'altérité, c'est ce qui est autre, ce qui est différent. Cette différence, elle ne peut exister que dans la rencontre. Et les rencontres, me semble-t-il, elles sont ce que l'on en fait. On les forme en même temps qu'elles nous forment. Dans la rencontre, on va modeler l'autre en même temps que l'autre nous modèle. Et là aussi, me semble-t-il, dans la rencontre, ces co-constructions qu'on a pu évoquer aujourd'hui, et qui sont au cœur de nos pratiques, elles sont importantes. Nos pratiques, qu'il puisse s'agir de pratiques d'aide, de soins, mais aussi de pratiques musicales ou de pratiques enseignantes. Avec une clarinette, une blouse blanche, parfois sans rien d'autre que son corps et sa voix, on s'engage dans un chemin vers l'autre. Je quitte ma place, mon continent, comme on l'évoquait ce matin avec Madame Guimard, pour aller à la rencontre d'un autre, aller sur un autre continent, dans une autre réalité, dans une autre histoire. Avec l'envie de construire ce troisième continent, Mauricio Andolfi disait et dit toujours cette troisième planète, de co-créer ensemble une nouvelle réalité et finalement une nouvelle histoire. La rencontre, et là je vous rejoins, est un voyage, et j'aime commencer mes premiers enseignements en psychologie clinique avec cette idée-là. Je me suis assurée ce matin auprès de Camille, qui fait certains enseignements avec moi en première année, qu'on utilisait toujours ce beau texte que j'aime, qui s'intitule « La rencontre comme un voyage ». Cette idée donc d'un voyage, d'une invitation au voyage, à la découverte, une invitation à se laisser surprendre, à rester curieux de toutes et tous. S'assembler pour un temps, repérer nos intersections, nos résonances, se reconnaître finalement dans une humanité commune, sans nier la singularité de chacune et de chacun. De l'incompréhension à la sidération, d'une différence à une autre, d'une histoire de violence à une histoire qui ne se dit pas, toutes ces rencontres nous bousculent, nous mettent en mouvement et nous incitent à penser, se déplacer. Des chemins, des temporalités, des vies finalement qui se croisent et qui se nourrissent. Étrangeté, solitude, indicible, sensorialité, enveloppe, richesse, tuteur, farouche, joie, sens, transformé, ensemble. Je voulais vous remercier toutes et tous d'être venus aujourd'hui. Je vous remercie d'abord pour les étudiantes, mais j'espère le temps de le faire un peu, et de me rejoindre bien sûr toutes ici. Je remercie aussi tous nos intervenants, Guillaume, Florian, Baptiste, Béatrice, Pascal, Colline, Laura et Orlane, pour avoir accepté l'invitation. Je vous précise qu'on mettra sur le site internet donc, de l'association Psyclic et l'association des étudiants du Master de Psychologie Clinique de Nantes, on mettra dans les semaines qui viennent quelques références bibliographiques qui ont pu être évoquées au cours de la journée pour continuer à penser et à cheminer sur ces questions-là. Et puis évidemment, je remercie Marine, Salomé, Chloé, Paloma et puis Casiana d'avoir rendu possible cette rencontre et puis de m'avoir permis personnellement à moi de faire avec vous une partie de votre chemin universitaire et professionnel. Merci à vous cinq. Toutes les quatre et Casiana, si vous pouvez rallumer votre caméra pour que vous soyez avec nous. Voilà. Je vous attends ici, hein, pas là-bas. Chloé aussi. Merci à tous d'être venus et puis on voulait aussi vous remercier Madame Romaine pour vraiment nous avoir accompagnés. C'était un chemin, comme on l'a dit, un peu laborieux qui a nécessité beaucoup de maturation,
énormément